dossier par les autorités, que ce soit au niveau national, le ministère des Solidarités et de la Santé, que ce soit au niveau régional, les agences régionales de santé, que ce soit les services déconcentrés de l'État au sens préfecture. Donc une sorte d'interrogation, mais vous avez des instances de démocratie en santé qui ont la caractéristique d'être multilatérales, c'est-à-dire que les avis qui vous sont présentés ici, par exemple cet avis du 2 avril 2020 sur un certain nombre de recommandations, toutes ces recommandations d'ailleurs sont encore aujourd'hui tout à fait valides quand on les reprend en détail. Je ne vais pas les reciter parce que ce serait trop long et que je pense qu'il est mieux d'être dans les interactions et on pourra revenir éventuellement. Mais toutes ces recommandations, en fait, initiales, sont encore, je dirais, valides 18 mois après. Ça, c'est aussi la particularité de ce premier avis du 2 avril. Après, on a fait d'autres avis qui étaient parfois plus ciblés, plus spécifiques. Mais je reviens juste sur le fait que ces avis-là, c'est le résultat de discussions, de délibérations au sein de la Conférence nationale de santé. C'est-à-dire que nous recherchons le consensus. Et donc, c'est des avis consensuels pour la plupart. Il peut y avoir, bien sûr, des discordances. Ça fait partie de la démocratie et du débat. Et il peut y avoir des avis qui sont votés à la majorité. Et bien sûr, c'est tout à fait possible. Nous cherchons le consensus, mais nous ne sommes pas bloqués par le consensus. Hein, ça, il faut bien le garder à l'esprit. Voilà, donc là, il se trouve que ces premiers avis sont des avis très consensuels qui sont votés à l'unanimité des membres, soit de la commission permanente quand il s'agit d'un processus d'urgence, soit par la conférence nationale de santé quand on peut réunir l'ensemble des membres qui sont très nombreux. Et donc à l'époque, bien sûr, par visioconférence dans la situation qui est celle de l'époque. Oui, alors nous avons un premier avis le 2 avril et un deuxième avis le 15 avril qui est là spécifiquement parce qu'on s'inquiète que les pouvoirs publics ne mobilisent pas les instances de démocratie en santé. Et donc c'est un appel à ce que les autorités publiques fassent confiance aux instances de démocratie en santé. Je crains que nous n'ayons pas été tout à fait entendus. Mais nous avons quand même, lors du Ségur de la santé, au mois de juin 2020, 33 mesures, et la 32e mesure de ce Ségur de la santé porte sur le renforcement de l'autonomie et des moyens et des missions des conférences régionales de santé et de l'autonomie. Ces missions renforcées, cette autonomie renforcée, ce n'est pas une révolution, hein, mais c'est un approfondissement en tout cas, et ça nous semble être des pistes positives, sont mis en place aujourd'hui avec le renouvellement des conférences régionales de santé qui se déroulent actuellement dans toute la France et avec de nouvelles missions et un approfondissement, je l'espère, de l'autonomie et des moyens qui seront accordés à ces instances. Merci beaucoup Emmanuel. Je me tourne maintenant vers Christian Brun. Christian Brun qui est un représentant d'usagers. Et aujourd'hui, dans cette table ronde, pour illustrer les 5 axes du rapport de la Conférence nationale de santé adopté cette année, sur les 5 membres, 3 sont des représentants d'usagers. Christian Brun est un représentant d'usagers qui est particulièrement un connaisseur du champ du handicap. Il est militant à la Fédération APAGE. Et il a été le premier président de CRSA élu de cette nouvelle mandature, et plus exactement réélu, puisqu'il est président de la CRSA Auvergne-Rhône-Alpes. Il est également à l'origine des rapports sur les droits usagers de la CRSA Auvergne-Rhône-Alpes, et il a rejoint cette mandature de la CNS au sein du groupe de travail permanent sur les droits usagers, où il a été élu par ses membres à la présidence. Et ça a été une présidence du GTPDU extrêmement féconde, puisqu'elle a permis de mener à bien ce chantier. Et justement, Christian Brun, comment la CNS a-t-elle fait pour aboutir à ce rapport ? Alors, merci Pascal. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, je crois que le mot principal, c'est celui qu'a dit Emmanuel. C'est effectivement un exercice démocratique, hein, dans tous les sens du terme.
avec un énorme travail de consensus sur ce qu'il était possible. Et vous verrez qu'il a été possible en ce qui concerne le rapport, malgré effectivement les différences que l'on peut comprendre, hein, puisque la CNS, comme l'a dit Emmanuel, représente tous les acteurs et toutes les parties prenantes de la santé, donc qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts. Et pour le coup, là, c'est vrai que le rapport a permis quand même d'avancer sur ce domaine-là. Et donc, effectivement, nous avons souhaité associer tous les membres, puisqu'il faut quand même rappeler que le rapport de la CNS, logiquement, réglementairement, en fait, se base sur les rapports, sur une synthèse, sur une analyse des rapports des CRSA. Or, les rapports des CRSA se font sur des données N-1. Et donc, le rapport de la CNS, en fait, classiquement, se base sur donc, des données N-2, puisqu'il faut que nous recevions les rapports CRSA. Vous comprenez bien qu'à l'état actuel des choses, les CRSA n'avaient pas travaillé sur le thème que nous avions choisi. Et contrairement, donc en fait, c'est un petit peu aussi un rapport dérogatoire, puisque contrairement donc aux différents axes qui sont prévus par la réglementation, nous avions choisi, bien entendu, pour des raisons évidentes que tout le monde pourra comprendre, de prendre un thème unique, c'est-à-dire celui de la gestion de la crise et les droits des usagers durant une crise sanitaire, la Covid-19. Donc il a fallu inventer une nouvelle méthodologie. En période difficile également, difficile techniquement, puisque bien entendu il n'était pas possible de se réunir présentiellement. Donc nous avons dû organiser les choses de façon à ce que tout soit possible par visioconférence et par échange de mails, etc. Donc c'est vrai que ça a été assez compliqué. Et donc enfin, pour faire cela, donc, nous avons lancé un appel à contribution en mars 2020. Qui a été renouvelé ensuite en mai. Pour un petit rappel, et en même temps, au mois de mai, en fait, les contributions ont été également proposées à la SFSP, qui a pu également la transmettre à ses membres et donc recevoir un certain nombre de contributions, puisqu'en fait, nous avons reçu, comme le disait Emmanuel, un grand nombre de contributions. Il y en avait plus de 80, enfin pratiquement 90, 89 pour être précis, avec des contributions de nature très très diverses, qui allaient d'un simple courriel d'une page à des rapports de 20-25 pages. Donc il a fallu effectivement travailler pour compiler toutes ces contributions, pouvoir les analyser, pouvoir les synthétiser. Alors c'est le secrétariat général qui a fait ce remarquable travail, parce qu'effectivement on remercie le secrétariat général, enfin l'équipe de Pascal, parce que là pour le coup c'est vrai que nous-mêmes nous sommes tous des bénévoles à la CNS, donc on n'aurait pas pu faire cet immense travail tout seul. Et donc effectivement c'est le secrétariat général de la CNS qui a pu avancer dans ce sujet. Et donc en fait on a essayé de lancer cet appel selon 5 axes. Le premier axe, c'était l'impact sur le parcours de santé des usagers. Le deuxième axe, c'était la répercussion sur les droits. Troisième axe, c'est les conséquences sur les conditions d'exercice des professionnels, parce qu'effectivement, ça a perturbé de manière assez importante la manière dont les professionnels pouvaient exercer leur métier. Quatrième axe, c'était l'organisation, le pilotage et la gouvernance, pour voir un petit peu effectivement comment les choses avaient été prises en charge par le ministère, mais également par toutes les composantes au niveau du gouvernement, et également les instances au niveau régional, voire départemental. Et enfin, un élément qui nous tient à cœur particulièrement à la CNS, c'est la prise en compte des inégalités sociales de santé dans l'élaboration des réponses. Donc ces contributions donc, avaient vocation à être examinées de manière tout à fait transversale pour en fait nourrir différents travaux. Donc vous avez eu 2 exemples, les avis de la CNS du 2 et 15 avril. Et puis bien entendu, l'élément socle, l'élément lourd, c'était l'élaboration du rapport sur les droits des usagers. Ce qui nous a intéressé en fait, c'est de voir les signaux d'alerte qui pouvaient être transmis par les contributions, et puis de voir également les éléments qui étaient récurrents, qui apparaissaient de manière assez fréquente dans les contributions, puisqu'en fait chacun avait pu contribuer de son côté, donc il n'y avait pas forcément de lien entre les contributions, mais par contre il y a eu un certain nombre de sujets qui ont émergé.
Et donc, en fait, grâce à cette richesse, parce qu'effectivement, on peut parler de richesse de contributions reçues, le secrétariat général a établi 7 fiches thématiques, chacune des fiches thématiques, en fait, reprenant un des sujets qui avait émergé de manière récurrente au niveau des contributions. Alors ces 7 fiches thématiques, en fait, une était sur le droit du respect du secret médical, puisque effectivement, un grand nombre de contributions nous faisaient état de difficultés, voire d'inquiétudes fortes sur le maintien du secret médical dans un certain nombre d'instances ou institutions, ou au niveau ne serait-ce que par exemple au niveau de la vaccination. Le droit à une prise en charge et un accompagnement adapté de qualité, parce qu'effectivement, on parle beaucoup de qualité. Les conditions sanitaires ont fait que un accompagnement de qualité était plus compliqué peut-être à mettre en œuvre. Le droit à l'égalité d'accès aux soins, notamment par exemple pour les personnes en situation précaire, où là effectivement tout est enfermé dans un premier temps, en tout cas durant le premier confinement, il y a eu un grand nombre de difficultés. Le droit à une information juste, claire, compréhensive et accessible. Bon, là, je ne vous fais pas un dessin, mais ce qui nous a beaucoup étonné et puis qui a guidé cette thématique-là, c'est le fait que dans un premier temps, le masque ne servait à rien, c'était trop compliqué à mettre, nous étions pas assez intelligents pour pouvoir l'utiliser, et puis que 15 jours après, si on ne le mettait pas, on était passible d'une amende de 135 €. Donc là, effectivement, il y a eu des questions qui se sont posées à ce sujet-là. 5e thématique, la lutte contre les inégalités sociales, puisque bon, ça revient effectivement. Et puis 2 thématiques qui étaient vraiment, alors là, très spécifiques à la crise. Une thématique sur la gestion, hein, dont les gouvernants ont géré cette crise épidémique. Et la 2e thématique dont Emmanuel a parlé, la démocratie en santé. Démocratie en santé qui a été complètement bafouée. En tout cas, pas toute la démocratie en santé, mais un grand nombre d'instances de démocratie en santé ont été bafouées durant un certain nombre de semaines durant cette crise. Par la suite, donc suite à l'analyse de ces fiches thématiques, on s'est rendu compte qu'il y avait deux sujets qui n'avaient pas été abordés dans les contributions. Alors, je vous rappelle, premier appel à contribution mars-mai 2020. Nous avons analysé jusqu'en décembre 2020. Donc, oui, entre mars et décembre, il y a eu quand même beaucoup de choses qui se sont passées et beaucoup d'éléments qui nous remontaient également au niveau des assemblées plénières, des commissions permanentes. Donc nous avons décidé de lancer un 2e appel à contribution sur 2 sujets particuliers qui paraissaient être importants mais qui n'avaient pas été abordés dans un premier temps par les contributions, et donc qui étaient d'une part la problématique des soins à domicile, mais de manière générale, soins et accompagnement à domicile. Et un deuxième sujet, c'est qui est la qualité de la prise en charge des patients atteints de Covid. Donc, 2e appel à contribution. Nous avons reçu à ce niveau-là 20 contributions sur ce thème-là. Donc, bien entendu, deux fiches thématiques ont été reprises sur ces sujets-là. Et puis, donc, dans un dernier temps, mais un dernier temps, c'est un temps long également, les membres du groupe de travail ont repris ces 9 fiches thématiques pour les tripatouiller, pour les analyser, pour les synthétiser, pour servir de base au rapport sur les droits des usagers. Et dans un premier temps, donc, nous l'avons présenté lors d'une assemblée plénière au mois d'avril 2021. C'était un rapport qui n'était pas du tout écrit, hein, c'était vraiment une ébauche. Mais à partir de ces éléments et au cours de l'assemblée plénière où il y a eu un grand nombre d'interventions, nous avons retravaillé en prenant compte donc les remarques, les recommandations, les suggestions qui avaient été faites lors de cette assemblée plénière, pour ensuite rédiger une version de rapport. Alors je vois qu'il y a les axes qui sont indiqués ici. Parce qu'en fait, il faut savoir que le rapport est soumis quand même à un cahier des charges et que réglementairement, nous devons travailler sur les 4 axes que vous voyez inscrits. Et nous avons quand même une certaine latitude pour rajouter des éléments qui nous paraissaient importants. Et donc, nous avions rajouté l'axe 5, qui est donc la gouvernance et le pilotage des crises sanitaires. Donc, nous avons retravaillé cette ébauche de rapport, qui a ensuite été, alors bon, je vous passe les détails, mais effectivement, en situation
de distanciel continu, ça a été chaud, mais on y est arrivé. Il y a eu des groupes de travail, un grand nombre de groupes de travaux et puis beaucoup de réunions. Et donc ensuite, le rapport donc, a été présenté à la commission permanente, puisque c'est un petit peu le processus au sein de la CNS, où en fait chaque travail, avant d'être présenté en commission plénière, en assemblée plénière, doit être discuté et validé par la commission permanente. Et donc nous avons présenté le rapport en commission permanente, qui a été validé à l'unanimité des membres de la commission permanente. Nous avons ensuite redemandé aux membres de l'assemblée plénière de nous faire part de leurs contributions écrites, de leurs amendements écrits sur le projet qui avait été validé. Donc vous voyez, le processus démocratique est lent et continu. Et donc nous avons pris ces amendements, nous en avons retravaillé donc, pour présenter un rapport donc l'assemblée plénière du mois de juin. Et là également, au cours de l'assemblée plénière du mois de juin, il y a eu des amendements qui ont été pris en séance, donc qui ont été discutés. Et puis pour vous montrer l'intérêt de ce processus démocratique, en tout cas de ce que nous souhaitons, c'est que ce rapport-là, le rapport que vous avez entre les mains, malgré la diversité donc des intervenants, des acteurs de la Conférence nationale de santé, a été adopté à l'unanimité. Et je crois que pour nous, c'est important à la fois pour montrer que la qualité du travail, du processus en fait, que nous avons mis en place pour élaborer le rapport. Et puis aussi, je vous avoue que c'est sécurisant pour un président de la CNS ou pour un président du groupe de travail. Lorsqu'on remet le rapport au ministre le 6 juillet, on peut lui dire que ce n'est pas un rapport qui a été adopté à 55 ou à 60%. C'est un rapport qui a été adopté à l'unanimité des membres. Et donc, en fait, qui représente complètement tout ce que souhaitaient les membres de la Conférence nationale de santé. Merci beaucoup, Christian. Emmanuel, tu voulais réagir? C'était juste parce que pour nous, c'est bien sûr important ce processus, en fait, d'aller-retour, de délibération. Et en même temps, dire que dans la crise sanitaire, nous sommes réunis sous forme de commission permanente ou de groupes de travail spécifiques toutes les semaines, en fait. Et donc, pendant de longs mois, nous avons eu un fonctionnement qui était un fonctionnement hebdomadaire, quasiment. Ce qui veut dire aussi que la démocratie en santé, elle peut être très réactive. Contrairement à ce que certains peuvent penser, parce qu'ils peuvent penser que le processus est long. C'est vrai que nous sommes très attentifs à garder un processus de délibération, de concertation, mais il peut se faire aussi dans un cadre qui est un cadre très dynamique. Oui, alors même les représentants syndicaux ont accepté de se réunir à un 1er mai. Ça, c'est quand même la magie d'Emmanuel. Alors, d'un Emmanuel à l'autre, Emmanuel Baudouanet, qui est administrateur de AIDE, président de AIDE Bourgogne-Franche-Comté, qui est pour nous jeune élu dans cette mandature de la Conférence nationale de santé à la commission permanente. Et comme je le disais tout à l'heure, les membres de la commission permanente sont élus par chaque collège. Chaque collège représente une catégorie d'acteurs de santé. Et donc là, c'est les associations, et en particulier les associations agréées d'usagers en santé, qui ont élu leurs représentants, dont Emmanuel Baudouanet, qui siège à la commission permanente, et commission permanente qui a participé, comme Christian Brun l'a rappelé, à tout ce processus d'élaboration, puisque avant d'être présentées en plénière, toutes les productions sont débattues et adoptées en commission permanente, et en urgence, la commission permanente peut délibérer comme l'assemblée plénière. Et puis, encore une fois, encore un élément, Emmanuel Baudouanet d'actualité, puisqu'il vient d'être élu président de la commission spécialisée droit des usagers de la CRSA Bourgogne-Franche-Comté. Donc, une nouvelle mandature des CRSA extrêmement intéressante dans l'ensemble et pour la CNS en particulier. Et je rappelle juste, à propos d'Emmanuel Ruche, qu'il avait également présidé la CSDU de la CNS sous la mandature précédente, et à qui on doit des travaux important, notamment une charte du parcours de santé et un avis sur la littératie en santé qui, pour moi, fait date, qui date de 2017 et qui est toujours extrêmement utile à relire. C'est une thématique sur laquelle on ne doit cesser d'insister, et puis des travaux sur les acteurs de la promotion de la santé et de la prévention. Alors, Emmanuel Baudouanet, finalement, on en a déjà, on l'a évoqué évidemment, cette question extrêmement importante qui est la question de l'accès aux soins.
Et quels ont été pour vous ces constats essentiels concernant l'accès aux soins et les recommandations qui ont pu, qui peuvent, que la CNS a pu adopter? Merci Pascal, merci Emmanuel, bonjour à toutes et à tous. Ouais, il y a juste un petit point que j'aimerais revoir avant, c'était quand même de vous préciser que du coup le collège numéro 2, qui est composé en effet des associations agréées, mais aussi des représentants du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge et des personnes en situation de handicap. Et il faut imaginer que pendant toute cette période-là, on a des personnes dans nos associations qui décèdent, on a des personnes qui sont atteintes de Covid et parfois de Covid long, et qu'évidemment en fait la rédaction de ce rapport est pour nous d'une importance primordiale, puisqu'en fait ça caractérise ce que l'on rencontre en permanence et notamment les décès qu'on constate dans nos associations. Donc on est dans une situation pour nous de tension, et quand on utilise le terme d'urgence, moi j'aime pas utiliser le terme d'urgence parce que en fait c'est souvent il n'y a pas d'urgence vitale, il faut le réserver aux urgences vitales, mais là on n'est même plus en situation d'urgence, on est dans des situations de décès. Et justement, ces décès, souvent, ils sont liés à une question qui est celle de l'accessibilité au système de santé, puisque en France, on a un système qui est censé être universel, qui est social, mais ça, vous le savez, en étant en santé publique, et que ce n'est principalement que de la théorie, et que derrière ce système-là, on a beaucoup d'inégalités. La première qui du coup va être la continuité des soins pendant la crise Covid-19. On va avoir des personnes qui sont en pathologie chronique qui vont être suivies dans certains services que l'on va clairement appeler en leur disant que non, ils n'ont plus accès à l'hôpital, puisque la priorité va être de traiter les personnes en situation de Covid-19. Par exemple, pour les personnes séropositives, je vous rappelle que tous les infectiologues immunologues sont mobilisés sur la crise Covid-19, que les spécialistes, dont Jean-François Delfrécy et tous les chefs de service de maladies infectieuses qui suivent les personnes séropositives, du coup, ne sont plus disponibles. Et on va perdre clairement un suivi complet de 120 000 patients en France. Dans les structures qui vont être affectées par rapport à ça, on va avoir également toutes les personnes en situation de handicap qui du coup vont être privées de l'accessibilité aux services de santé, puisque du coup toutes les ambulances, tout autre service de transport vont être mobilisés sur la crise Covid-19 pour gérer les patients Covid-19. Et pour le moment, on n'arrive pas à savoir exactement combien de personnes sont des victimes collatérales de la crise Covid-19, c'est-à-dire de personnes qui sont décédées en parallèle. On ne sait pas encore quelles vont être les conséquences du dépistage du cancer, du dépistage des IST, du VIH, qui a largement reculé. Et je pense que c'est une problématique de santé publique. Dans les autres freins qu'on a eus au niveau de l'accès, ça va être bien évidemment les équipements de protection individuelle, les EPI. Donc on va avoir un discours où du coup le masque ne sert à rien. On va avoir un discours où le masque finalement n'est pas pour le grand public. Et en parallèle de ça, finalement, ce qui se passe, c'est qu'on couvre juste une déficit de stock de l'État et qu'on n'arrive pas à assumer cette responsabilité de dire en fait nous n'avons pas de stock, donc on va essayer de trouver de quoi tout contourner. Et notamment, on va avoir cette problématique où on ne va pas être transparent. Et forcément, quand on n'est pas transparent avec des personnes dans une situation de crise, les personnes sont inquiètes. Et quand on a des personnels médicaux ou des personnels de santé de façon générale qui n'ont pas accès aux premiers services de protection individuelle, évidemment, ça va être difficile d'assurer la continuité des soins. On va avoir cette même situation pour les personnes en situation de handicap qui, du coup, ne vont pas pouvoir avoir les visites des aides-soignantes en permanence parce que ces personnes-là n'ont tout simplement pas d'équipement de protection individuelle puisque ce n'est pas une priorité. Et en parallèle de ça, on va avoir toutes les questions de renoncement de soins qui vont être liées par rapport à la peur. Parce qu'évidemment, quand on voit que dans nos associations, on a des personnes qui décèdent ou qu'une personne qui est Covid va finalement être en réanimation, qu'on n'a pas accès à ça, qu'on n'a pas d'informations qui sont transmises par les hôpitaux, ou que tout simplement, en fait, la seule information qu'on va avoir, c'est le nombre de dépistages positifs, le nombre de morts au quotidien, cette situation est extrêmement anxiogène, va faire que les personnes ne vont plus vouloir sortir de leur domicile. Parce que quand on est une personne fragile, une personne atteinte d'une pathologie chronique, ou tout simplement une personne de plus de 70 ans, notre taux de mortalité va augmenter significativement. Donc on va se dire que finalement on va peut-être repousser le rendez-vous à l'hôpital, qu'on va repousser le rendez-vous chez le médecin généraliste et qu'on va essayer de fréquenter le moins de gens possible. Et donc tout ça, ça va nous créer l'isolement des personnes et les problèmes en santé mentale qu'on est en train de découvrir dans les politiques publiques, mais que finalement nous dénonçons aussi bien acteurs associatifs que professionnels de santé publique depuis approximativement 15 à 20 ans. Juste au niveau de la déprogrammation des soins, la Conférence nationale de santé a voulu s'exprimer très rapidement sur ce sujet-là.
car en fait, pendant la rédaction du rapport, mais surtout, on avait les associations, nous en tout cas au niveau du collège numéro 2, qui étaient vraiment très engagées à se dire mais on ne peut pas rester là, à regarder les personnes mourir, à regarder les personnes tomber malades. Et un petit point, c'est qu'en fait, on voyait aussi nos professionnels de santé. En fait, quand on est représentant des usagers, on a l'habitude de côtoyer les professionnels de santé, souvent nos soignants, soignantes par ailleurs, et on va voir nos soignants, soignantes qui sont dans une situation d'urgence, de crise au niveau de l'hôpital public, et qui vont se demander mais combien de temps ils vont tenir, clairement. Et donc on va avoir cette inquiétude partagée, et c'est justement tout ce travail qui va être fait au sein de la Conférence nationale de santé, de se dire il faut vraiment qu'on travaille ensemble sur la question de programmation, parce que c'est jamais agréable pour un médecin de dire en fait je vais pas pouvoir te prendre en consultation la semaine prochaine parce que je suis mobilisé sur la crise Covid. Et alors en parallèle de tout ça, parce que si c'était suffisant pour avoir des centaines de morts et maintenant plus de 100 000 morts en France, on va voir les questions du médicament qui vont se poser très rapidement. On va avoir des médicaments qui vont être utilisés dans le cadre des essais d'ESCOVY sur la Covid-19, qui en fait sont des traitements qui sont disponibles pour traiter des pathologies qui sont existantes, et ces médicaments ne vont plus être disponibles pour ces personnes-là. Un exemple très simple sur le VIH, le Kaletra, qui est un traitement VIH en trithérapie qui est disponible pour un peu plus d'1 millier de patients en France. On va avoir une rupture de quelques jours où on va voir près d'1 millier de personnes séropositives qui n'ont pas accès à un traitement. Et je vous laisse imaginer, on est en France. Enfin, je vous laisse même pas imaginer quand on échange avec les collègues de l'hémisphère sud. Et justement, on a un petit point actuel au niveau du projet de loi de finances et du projet de loi de finances sécurité sociale sur des questions de transparence, notamment de demander aux laboratoires de nous transmettre en temps réel l'état de leur stock de traitement, et notamment des stocks de traitements vitaux, puisqu'actuellement, nous n'avons pas cette donnée-là. Alors, on peut l'avoir en essayant de se faufiler, mais le temps qu'on l'ait, cette donnée-là date déjà depuis 2, 3, 4 semaines. Donc, évidemment, elle ne permet pas de gérer une situation d'urgence qui doit gérer au quotidien. Et évidemment, en parallèle de ça, on va voir la question du prix. Là, actuellement, sur les vaccins et sur l'ensemble des traitements Covid, se pose la question de l'accessibilité au grand public, puisque ces traitements-là ou ces vaccins qui sont accessibles en France et encore qui ont mis parfois du temps à être accessibles, aujourd'hui, on est très loin avec la question des brevets médicaux de cette accessibilité universelle que l'ONU et l'OMS demandent pour pouvoir permettre de mettre fin à une pandémie. Mais tout ça, je ne vous l'apprends pas parce que vous êtes sûrement très engagé sur l'épidémie de VIH-Sida aussi depuis 40 ans. Mais ces constats-là, du dépistage, de l'accessibilité universelle au traitement, c'est quelque chose qui est débattu depuis les années 80-90. Et c'est ce qui, par la suite, d'ailleurs, hier le ministre en a parlé, a provoqué les lois Kouchner en disant qu'il faudrait peut-être associer les représentants des usagers et usagères. Donc je pense qu'on va avoir beaucoup de travail les prochains mois, puisque vous avez compris, on a jusqu'au 4 mars pour pouvoir travailler là-dessus, avec des CRSA qui ne sont pas encore tout installés. Et pour essayer de conserver ce processus démocratique, on va essayer de poursuivre ce travail, mais voilà, ça va être compliqué. Et après, un dernier point, au niveau toujours sur le prix du médicament, ça va être la question au niveau du législateur, de savoir est-ce qu'on va être capable de demander aux laboratoires de fournir des stocks minimums en France ou sur les plateformes européennes de certains médicaments qui sont considérés à caractère vitaux. Aujourd'hui, une partie des traitements sont disponibles en Pakistan, en Inde ou en Chine au niveau de la conception. Et ces traitements-là, clairement, quand on est sur un fonctionnement capitaliste d'un marché international, on n'est pas prioritaire puisqu'on a des pays qui sont capables de mettre un peu plus que nous. Et c'est comme cela qu'on a réussi au niveau européen, quelque chose qu'on demandait depuis maintenant 40 ans sur l'épidémie à VIH-Sida, d'avoir de vrais consortiums européens et une politique de santé européenne. Et j'espère qu'on va aller un peu plus loin là-dedans. Moi, je me permets de partager une inquiétude avec vous. C'est celle de la mission sur la santé publique et celle qui a été confiée au professeur Chauvin. C'est de savoir est-ce que finalement l'objectif est de répéter les 40 mesures qui ont été dénoncées par le professeur Pittet dans le rapport remis au président de la République, ou est-ce qu'on va vraiment se penser une santé publique? C'est l'objectif aussi de ces 3 jours de congrès. Est-ce qu'on va pouvoir se concerter et demander à travailler réellement sur la santé publique, pas seulement en urgence en 6 mois? Mais ça, je garderai ma question pour le professeur Chauvin tout à l'heure. Voilà. Merci. Merci beaucoup Emmanuel. Et après ce tour de table de représentants de CRSA, puisque Emmanuel Ruch est désigné à la CNS au titre de la CRSA Centre-Val de Loire, je voudrais donner la parole à Sidi Mohamed Gadi, qui est également représentant des usagers, a été désigné à la Conférence nationale de santé par France Asso Santé, qui fédère environ 85 associations sur 165 de mémoire des associations agréées nationales. Et M. Gadi qui représente à la CNS aussi l'Association des familles victimes du saturnisme et qui
qui a rejoint le groupe de travail droit des usagers, qui a été sa candidature a été adoptée en assemblée plénière, à l'assemblée plénière où on a voté le rapport. Alors, il n'a pas pu participer à l'élaboration du rapport. En revanche, et ce qui est aussi très intéressant à signaler, toujours dans ce processus démocratique qui a été décrit un peu plus tôt, il a participé activement au débat en vue pour l'adoption du rapport fin juin, et par amendement, discussion, débat, échange sur chaque amendement. Donc c'est vraiment un processus qui se clôt d'une manière toujours très démocratique. Alors sur l'axe 1 qui concerne vraiment les droits formels, le consentement, le droit à l'information, la non-discrimination, et je laisserai M. Gady en parler avec plus de détails. Finalement, quels ont été les principaux constats et recommandations de la CNS? Merci Pascal. Vous m'entendez? Oui. D'accord, merci. Ok. Avant tout, je voudrais remercier quand même Société française de santé publique de nous accueillir, la CNS d'être participée, et surtout son équipe que tu représentes, Pascal, qui a fait un super travail à ce niveau-là. Et surtout les personnes qui sont présentes, aussi bien derrière l'écran qu'en présentiel. Alors, pour répondre à ta question sur le constat, elle est sur plusieurs niveaux. La première, ça va toucher le secret médical. En clair, on s'est aperçu que durant cette période, le secret médical n'a pas été si secret que ça dans certaines instances et dans certains environnements. La première conséquence qu'on a vue, par exemple, ça a été dans le milieu médico-social, où les gens travaillaient chez eux, et comme ils travaillaient chez eux, ils n'avaient pas le matériel, parce que forcément, il y a eu un moment donné de flou artistique qui a duré pendant quelques jours, voire quelques semaines. Donc ils travaillaient chez eux avec du matériel qui était personnel, avec des données qui ne leur appartenaient pas, qui n'étaient pas sécurisées. On a rencontré aussi cette problématique dans des centres pénitentiaires, où des gens étaient catalogués, c'est-à-dire affichés sur des listes nominatives avec leur pathologie. On a eu d'autres problématiques aussi concernant, par exemple, la gendarmerie qui, dans leur application mobile, on va dire, pouvait à tout moment entrer des informations disant que la personne qu'ils avaient arrêtée ou contrôlée avait un pass ou pas. Ce sont des informations qui étaient véhiculées un peu partout. Pour nous, dans le droit, c'est important parce que ça veut dire que le secret médical, en clair, ça veut dire que la personne doit être protégée. Et que des gens puissent, à un moment donné, dans une situation de crise, réfléchir en se disant « aïe, 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 ça va pas, il faut qu'on trouve des moyens de contrôler les gens, et de comment contrôler les gens, et de mettre dans des situations, on va dire, périlleuses, parce que l'information quand même est véhiculée, ça pose problème. » Le deuxième point qui serait intéressant aussi à travailler, à relever la CNS, c'est tout ce qui touche au droit à l'information. En clair, on s'aperçoit que durant ce laps de temps, et ça dure plus ou moins encore, il faut que l'information doit être juste, claire et compréhensible. Aujourd'hui, on peut se poser cette question-là, parce que quand on regarde qu'il y a eu un manque de transparence, que les utilisations ont été faites plutôt de communication par les médias, par les réseaux sociaux, qui a entraîné aussi des fake news, ça complique énormément, je dirais, comment nous, usagers de base, pouvons-nous comprendre une information lorsqu'elle est colportée, qu'elle est transformée et en plus divulguée et diversifiée par un nombre d'intervenants qui disent le contraire à tout moment. Vous prenez 5 spécialistes, les 5 spécialistes peuvent vous dire le contraire. Donc, ça crée une situation d'anxiogène assez forte. Et je pense que ça ne contribue pas non plus à que les gens adhèrent ou suivent plus facilement, je dirais, les recommandations. Le troisième point qui pourrait aussi être intéressant dedans, c'est la visibilité. C'est-à-dire qu'il y a un manque de visibilité des informations. On se doute bien qu'il y a eu un problème dans la communication du fait qu'il faut d'abord cibler les bonnes populations. Et donc, quand on dit cibler la bonne population, c'est par exemple utiliser le numérique. Et un des aspects négatifs du numérique, c'est que ça a renforcé en fin de compte la fracture
qui existent aujourd'hui entre des populations qui sont les moyens d'utiliser cet outil et d'autres personnes qui ne peuvent pas. Un autre problème que ça a créé aussi, par exemple, cette communication, c'est que pendant cette crise, tout s'est arrêté, y compris la Poste. Donc les informations qu'on pouvait recevoir de la sécurité sociale, des institutions, c'est aussi arrêté. Donc ça veut dire que l'information était véhiculée uniquement que par des médias qui donnaient des informations sur lesquelles les gens ne pouvaient pas adhérer ou ne pouvaient pas comprendre. Et ça crée un sentiment surtout, je trouve, d'anxiogénité. Et en même temps, ça posait un gros problème de compréhension. C'est-à-dire, en clair, le message, il n'était pas recevable. C'était un brouillage total. L'autre point qui a été important aussi, c'est de voir la crédibilité. C'est-à-dire que dans l'information, dans le droit, qu'est-ce qui est crédible aujourd'hui dans ce qui nous a été donné? On s'aperçoit que c'est très compliqué. Il y a eu beaucoup de scientifiques, beaucoup de politiques, beaucoup de journalistes qui sont devenus des spécialistes, et à un moment donné, notre information, c'est-à-dire sur les actions à faire, comment faire, avec quoi faire, etc., a été complètement détruite et a rajouté ce qu'on appelle encore un problème de communication entre les gens et de repli. Ce que disait tout à l'heure Emmanuel, qui était très, très juste, c'est que les gens se sont repliés parce qu'ils ne savaient plus comment réagir par rapport à ce flot d'informations en continu et qui venait déstabiliser en fin de compte la compréhension. Malgré tout, il y a eu des initiatives qui ont été faites. Il y a eu l'UNIOPS qui a mis en place, pour essayer de pallier ça, un flash info. En clair, dans ce flash info, régulièrement, tous les jours, ils réactualisaient les informations qui ont été vérifiées de manière scientifique et en même temps de manière politique, parce qu'il fallait une cohérence aussi des informations descendantes, sur les domaines aussi bien médico-social, social et sanitaire. Et il y a eu aussi des actions qui ont été menées par des municipalités pour essayer d'aller vers, donc de donner des informations, d'aller s'occuper des gens. Il y a eu ici des initiatives qui ont été menées par des associations pour justement garder le lien et informer les gens selon leur pathologie. De là, en fin de compte, de ce constat un peu étonnant quand même, parce qu'en situation de crise, on ne s'aperçoit pas à quel point tout tombe à l'eau et tout change. Je trouve que la CNS, quand je suis arrivé à la fin, au moment du vote, ce qui m'a beaucoup plu, c'est plutôt les recommandations. C'est-à-dire qu'il y a une série de recommandations, je trouve, qui sont très justes et très, très pratico-pratiques. Un, c'est d'abord rétablir la confiance des professionnels et de la population envers les discours politiques, administratifs, et je rajouterais même médicaux. C'est parce que le scientifique a été complètement brouillé, donc il y a aussi cette importance. C'est donc de mettre en place une politique de communication qui soit accessible à tous, qui soit cohérente, qui soit cohérente entre tous les services, parce qu'en fin de compte, il y a aussi un problème entre ce que dit l'État, ce que dit la région, ce que dit le local. Donc c'est de donner une cohérence descendante à ce niveau-là. C'est de renforcer, là c'est pour moi un point essentiel, c'est de renforcer le rôle des associations dans la diffusion des informations vérifiées. Donc d'utiliser les associations comme un biais de relations, de communication, d'information et en même temps d'échange, c'est-à-dire d'associer les associations à des décisions. Il y a aussi le respect des droits des usagers et je dirais aussi des personnes accompagnées. C'est de mettre en place des formations, par exemple. On s'est aperçu que dans le milieu médico-social, les soignantes qui allaient à domicile, n'étaient pas formées, ne connaissaient pas les droits des usagers et des personnes accompagnées. Il faut aussi accompagner les personnes pour la prise en charge en ambulatoire. Il faut aussi informer toutes les personnes fragiles face à la Covid et des risques encourus. Ça a été un peu fait par le rôle de certaines associations qui ont été très avant-gardistes à ce niveau-là. Il faut aussi, et ça c'est très important pour les professionnels, améliorer la visibilité de la réserve sanitaire. En clair, de dire qui fait quoi, à quel moment il peut être appelé, etc. De redonner un peu les principes de base. Il faut aussi, et là, on revient sur le point premier, qui était le respect du secret médical, notamment lors des dépistages. On a continué à voir encore à ce niveau-là. Et bien sûr, les droits ont été aussi impactés
Et c'est important de le rappeler, c'est il faut toujours procéder au recueil du consentement. On ne peut pas faire quelque chose contre, sans l'avis au moins éclairé, informé du patient ou de la personne accompagnée. Je vous remercie. Merci beaucoup, Mohamed Gadi. Le prochain axe porte sur la qualité des prises en charge et je donnerai la parole à Laurent Gerbeau, qui est professeur de santé publique à Clermont-Ferrand, qui est un membre anciennement engagé à la Conférence nationale de santé depuis 2010. Il a été membre de la commission spécialisée droits des usagers et aujourd'hui membre du groupe de travail permanent sur les droits des usagers et a participé à l'élaboration de ce rapport. Et on voit bien ce qui a pu être dit, que ce soit les droits formels, comme l'a très bien traduit Mohamed Gadi, que ce soit les questions d'accès aux soins, d'accès aux produits de santé avec Emmanuel Baudouanet, et effectivement la qualité des prises en charge, aussi un enjeu fondamental. Et donc, Laurent Gerbeau, vous qui en plus connaissez bien les enjeux de qualité dans le système de santé, finalement, quels sont les principaux constats qui ont été observés et les recommandations aussi de la CNS? Oui, alors je veux bien la diapositive suivante. Voilà. Donc les constats, d'abord, vous l'avez dans l'excellent document qu'on vous remet à l'entrée. Et pour laisser de la place aux questions, je vais être assez synthétique et aller assez vite. Donc les constats, on va retrouver les constats, j'allais dire quantitatifs, qu'on avait sur les difficultés d'accès, les pénuries d'équipements, mais dans cette partie-là qu'on a regardé de façon plus qualitative. Et notamment, il y a une chose qui est très claire, et pour le dire au début, la France n'était pas du tout prête à affronter la crise de la Covid-19. Et ça, c'est une des questions qui restera majeure. C'est comment on fait pour affronter la prochaine pandémie, parce qu'il y en aura une autre. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a eu une espèce de réduction des moyens, etc., mais qui a fait qu'il y a eu des oublis. Et notamment le secteur médico-social a été en très forte difficulté en termes d'équipement, en termes de consignes, en termes d'accompagnement, etc. Et puis la réduction de l'offre de soins, elle a été générale, quantitative, mais sur le plan qualitatif, il y a eu un double processus où il n'a pas essayé de maintenir un certain nombre d'éléments qu'on aurait pu essayer de maintenir parce qu'ils n'impactaient pas d'autres secteurs de soins. Et je pense notamment, ça a été dit auparavant, mais à la question des dépistages, le fait que les dépistages aient été très fortement ralentis, voire arrêtés, notamment pendant le premier confinement, mais aussi pendant le deuxième, pose une énorme question sur des retards de prise en charge plus tard que l'on aura. Et puis pour le dire sur la question aussi du secret médical, il est clair que le filtrage qui a été fait au premier confinement, où la notion d'urgence pouvait être contrôlée, a amené un certain nombre de patients à ne pas dire pourquoi ils avaient besoin de consultation urgente. C'est pas facile de dire à une autorité qu'on vient pour un dépistage d'IST ou qu'on vient pour une IVG médicamenteuse. Et ça a contribué à cette réduction, mais sur un aspect plus qualitatif. À l'opposé, le constat quand même très positif, c'est qu'il y a eu une très très forte réaction des acteurs de terrain et une très forte coordination des acteurs de terrain pour en permanence s'adapter aux moyens, s'adapter à la situation, avec en plus une situation en termes de connaissances qui était rapidement fluctuante, donc il fallait aller vite, et ça a eu lieu. Et il y a eu beaucoup de coordination, beaucoup de coopération qui ont été mises en place, et il ne faudrait pas l'oublier. Et je pense que ce qui est un peu au cœur de cet axe 3, c'est tout ce qui a été mis en place au niveau du terrain. Il faut le conforter, il ne faut pas l'oublier. Alors, le problème, c'est qu'il ne s'agit pas de faire des incantations en disant coordonnez-vous, baissez les barrières, etc. Il faut que les gens aient du temps pour se coordonner. Il faut que les gens aient du temps pour coopérer. Il faut que les gens aient du temps pour baisser les barrières. Donc il y a effectivement, on en a parlé avant, un projet de réforme de la santé publique. Je pense que si on continue à négliger tout cet aspect de structure au niveau local, au niveau du terrain, de comment les acteurs de la santé, de la prévention, les représentants des usagers se coordonnent, si cela est oublié, eh ben, ça veut dire qu'on aura cette même difficulté. Et puis, pour donner un peu comme ça une trame un peu générale, c'est-à-dire qu'il y a en fait un énorme travail de terrain, y compris dans le domaine des réflexions éthiques, et avec un espèce de difficulté qui était que le terrain parfois était plus en avance que les décisions au niveau national sur ce qu'il fallait faire. Et qu'il avait parfois été amené à adapter
la décision de comment il devait faire à la pratique qu'il constatait par rapport aux besoins des patients, par rapport à la situation dans laquelle il était. Et je vais juste conclure là-dessus, parce qu'il y a eu un peu le sentiment, enfin on a un peu le sentiment en situation de crise, on n'a pas le temps de discuter, il faut prendre des décisions, il faut aller vite. Or, associer les instances de démocratie en santé, associer les acteurs de terrain, ça n'est jamais une perte de temps. C'est par contre une garantie que les décisions que l'on prenne soient applicables et se correspondent aux besoins des gens. Alors évidemment, quand on n'a rien à leur proposer parce qu'il n'y a pas d'équipement de protection individuelle, c'est un peu facile de le dire. Mais malgré tout, il y a quand même des stratégies, il y a des façons de construire. Enfin, quand dans les hôpitaux, on utilise des sacs poubelles pour faire des surblouses, à un moment donné, il y a des choses qui ont été acquises et qui étaient quand même assez protectrices. Je ne dis pas que c'est idéal, il faut continuer, mais toutes ces expériences-là, il faut les garder. Et il faut vraiment différencier deux choses, parce que là, on vous présente un processus avec des votes, des écritures qui sont assez longs, mais le fait de travailler avec les instances de démocratie en santé, avec l'ensemble des parties prenantes sur le terrain, ça va très vite. Et les décisions, on peut les prendre très rapidement. Ce qui est plus long, c'est d'écrire le document sur lequel on va être d'accord sur la rédaction. Donc voilà, moi je pense que pour moi, le principal message sur cet axe 3, c'est que si on veut innover sur la qualité des soins, si on veut la protéger, si on veut la maintenir, il faut se coordonner localement au niveau du terrain, il faut associer l'ensemble des personnes, le faire remonter très vite. Et dans un certain nombre de situations, notamment à la deuxième et la troisième vague, on a des exemples où les remontées de terrain peuvent être faites très très vite avec des niveaux centraux. Donc ça n'est pas du tout une perte de temps. Puis on a les outils, les visioconférences, l'Internet, etc. Donc utilisons-le. Et appuyons-nous sur la démocratie en santé, appuyons-nous sur les acteurs de terrain pour comprendre ce qui se passe, pour comprendre ce que l'on peut faire, et après pour pouvoir prendre les décisions au niveau national. Et je vous remercie de votre attention. Alors je remercie, entre parenthèses, j'ai oublié de le dire, mais l'équipe de la CNS, l'équipe de la Société française de santé publique, sauf que j'ai le président à côté, il va me taper dessus si je ne le dis pas. Et c'est ça la démocratie en santé, c'est qu'il faut faire attention aux chefs. Merci beaucoup Laurent Gerbaud. Donc je vais donner la parole à Brigitte Chanim qui est avec nous de l'île de la Réunion. Rebonjour Brigitte. Brigitte Chanim qui est une professionnelle du médico-social et qui a été en 2020-2021 présidente de la CRSA de la Réunion, qui doit être renouvelée donc prochainement, qui a été sous la mandature précédente membre de la commission permanente de la CNS et qui a été élu sous cette mandature membre de la commission permanente et qui a participé, c'est la seule membre de la commission permanente de la CNS, aux travaux d'élaboration du rapport sur les droits des usagers. Et donc, Brigitte Chanim, je me tourne vers vous. Quels ont été aussi ces principaux éléments observés qui ont été, pour certains, déjà mentionnés concernant le fonctionnement des instances de démocratie en santé, qui est cet axe 4 du rapport? Bonjour à tous. Donc, vous n'aurez pas ma belle voix aujourd'hui, mais je ferai au mieux. Donc, effectivement, ce rapport, il montre bien les difficultés que nous avons subies à travers cette crise Covid et l'impact sur la démocratie en santé, sur les instances de CRSA, sur les instances de la CNS. Donc, on pourrait dire que le travail vient vraiment de constat de terrain, on l'a bien dit au départ. C'était même le moment de l'anniversaire des 10 ans de la CNS, de CRSA. Nous étions tellement impactés par cette crise que nous avons peu fêté les 10 ans, justement pour nous préoccuper de la crise Covid, de ce que nous, en matière de démocratie, des CRSA, qu'est-ce que nous pourrions faire en amont avec la CNS. À partir de tout ça, dès avril 2020, la CNS a constaté effectivement l'absence de mobilisation de la démocratie. Il y avait pas on s'est rendu compte qu'il n'y avait rien qui venait du ministère, des instances. Donc, il était important pour nous de faire le nécessaire pour soutenir et impliquer les usagers. Beaucoup de CRSA ont eu des décisions, mais qui étaient des décisions unilatérales. Même la CNS n'a pas eu n'a pas été sollicitée par le ministre. Donc, à partir de là, effectivement, on a pu, à travers ce rapport,
nommer les deux constats clés et des recommandations que Pascal va vous l'afficher. Voilà. C'est affiché. Le point fort. Brigitte, les recommandations et les constats sont affichés. Voilà. Donc pour moi, les 4 axes, bon, on les a, mais le point fort, c'est vraiment, si on peut dire, c'est tout le travail qui a été engagé au niveau de la Ségur de la santé, au niveau des CRSA, au niveau des usagers, pour faire remonter comment on peut faire évoluer la démocratie en santé. La mesure 32, ben, effectivement, elle était là par rapport aux mesures Ségur. Donc, c'est bien renforcer les missions, l'indépendance des CRSA afin d'en faire de véritables parlements de la santé. Donc, nous en avons eu une mesure. On en avait pas mal amendé, mais on a eu une mesure clé et qui en découle 3 sous-mesures. Donc, les 3 sous-mesures qui sont de renforcer l'autonomie des CRSA, en les dotant des moyens de travail et d'organisation propre, de revoir le décret relatif à leur mission, leur organisation et leur gestion, d'inscrire dans les textes un principe de consultation-décision prise pendant les crises sanitaires. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que avoir que des avis n'était pas suffisant. Les CRSA sont trop dépendants des moyens des ARS. Donc, le fait d'avoir ces avis permet de tendre à une vraie autonomie pour les CRSA, d'avoir une autonomie. Voilà, donc nous entendons vraiment une nouvelle mandature pour voir la mise en œuvre, parce que nous, au jour d'aujourd'hui, on peut dire effectivement, il y a le décret du 28 juin 2021 pour sa mise en œuvre, mais comme on a de nouveaux présidents, une nouvelle mandature, il faut vraiment attendre la nouvelle mandature pour voir la mise en œuvre. En conclusion, je pourrais dire que pour que ça marche, effectivement, il faut que la CNS soit vraiment saisie au départ par le gouvernement des mesures de santé publique envisagées, des conséquences, que les CRSA sont inclus dans tous les travaux et que leur avis compte, on va dire, et aussi ne pas oublier l'importance des représentants des usagers, parce que c'est sur le terrain, vers le terrain, qu'on a des retours et qu'on peut vraiment faire avancer les situations. Voilà, je pense que j'ai dit ce qu'il faut. Merci. Merci beaucoup, Brigitte Chanim. Effectivement, désormais, la CRSA doit obligatoirement être consultée en cas de crise sanitaire, ce qui était malheureusement, comme vous l'avez vu, n'a pas été le cas. Emmanuel. Oui, je voudrais attirer votre attention aussi sur le fait que, bien sûr, les conférences régionales de santé et l'autonomie, il y en a autant que de régions ou de territoires d'outre-mer. Et donc, les situations sont bien sûr assez différentes. Et pendant la crise, on a eu des dynamiques différentes entre les différents territoires. Brigitte, qui nous parle de son île, c'est aussi pour dire que sur les territoires d'outre-mer, on a été très attentif et on a bien vu qu'il y a encore des difficultés de ce côté-là à ce que les conditions d'exercice de ces instances puissent être effectives. C'est vrai pour tous les territoires, mais on a bien vu que c'était compliqué dans des territoires qui sont insulaires. Il peut y avoir des éléments, et puis les besoins sont d'autant plus criants et d'autant plus importants, et la question des inégalités sociales et territoriales a été particulièrement marquée au cours de cette crise sanitaire. Pour la petite histoire, entre guillemets, lorsque le Sénat, dans le cadre d'une commission d'information, s'est saisi de ce qui se passait au mois de juillet-août 2021 sur la question des territoires d'outre-mer, notamment la Guyane, Martinique et Guadeloupe, puisque ça a été vraiment une catastrophe en fait en termes sanitaires, ce que l'on a pu vivre sur ces mois-là. Ça reste quand même toujours très tendu. Nous avons demandé à cette commission du Sénat d'être entendue, parce que cette commission du Sénat n'a pas tout de suite pensé à nous. Et donc, c'est les CRSA de ces territoires qui m'ont alerté pour me dire, mais il y a une commission d'information du Sénat qui s'intéresse à ce qui se passe dans nos territoires, dans cette période très
difficile, juillet-août 2021. Et donc nous avons plaidé auprès de cette commission du Sénat pour être entendus, et c'est Brigitte qui a représenté la Conférence nationale de santé pour représenter ces territoires d'outre-mer. Donc ce travail de plaidoyer, on le fait à tous les instants en fait. Nous sommes obligés, même au mois de juillet 2021, un an et demi après le début de la crise, de continuer à rappeler l'existence des instances de démocratie en santé. Donc la mesure 32 du Ségur de la santé, pour nous, elle est bien sûr importante parce qu'elle sous-entend qu'il y a une obligation quelque part de passer par ces instances, ce qui visiblement n'est pas fait aujourd'hui de façon courante. Tout à fait. Merci. Merci beaucoup Emmanuel pour ce rappel, effectivement. L'axe 5, c'est un axe, effectivement, comme Christian Brun l'a rappelé, qui a été un axe nouveau dans ces circonstances exceptionnelles et qui s'imposait à nous, qui était un axe sur la gouvernance et le pilotage des crises sanitaires. Et les paroles qui ont pu être prises là ont montré combien ces questions s'étaient posées. Et dans la richesse aussi de la composition de la CNS, toutes les fédérations hospitalières sont représentées, et également au sein du groupe de travail sur les droits des usagers. Donc la question des droits des usagers, comme toutes les questions de santé, ne sont pas la propriété d'un groupe. Elles sont discutées, dialoguées de manière transversale, comme ça a été indiqué, entre des différentes parties prenantes du système de santé qui n'ont pas forcément les mêmes logiques, les mêmes intérêts, les mêmes points de vue, mais qui peuvent débattre de manière pacifique, s'écouter, argumenter et finalement adopter, la plupart du temps dans le consensus, parfois à la majorité. Et donc Béatrice Noëllec, qui est avec nous, représente à la Conférence nationale de santé la Fédération hospitalière privée, où elle est directrice des relations institutionnelles et de la veille sociétale. Je crois, sans trahir, que la FHP aussi a créé une fondation des usagers du système de santé. Donc, Béatrice Noëllec, quels ont été ces constats essentiels qui, selon certains, ont pu déjà être mentionnés, mais qui est toujours utile à rappeler, relatifs à la gouvernance et au pilotage de cette crise sanitaire? Bonjour à toutes et à tous, et merci Emmanuel, merci Pascal, merci Christian pour ce moment d'échange. Laurent Gerbaud le disait tout à l'heure, non, à l'évidence, la France n'était pas prête à faire face à cette crise sanitaire. J'étais aux côtés de Roselyne Bachelot au moment de la crise H1N1, et on voit bien à quel point, au fil des années, effectivement, la conscience collective de crise, la vigilance s'est délitée dans le temps. Alors certes, ça montre peut-être, si on veut être optimiste, nos aptitudes à la résilience collective, mais en même temps, c'est effectivement extrêmement problématique. Et de surcroît, c'est arrivé, ça a prospéré, si j'ose dire, sur un système notamment hospitalier qui était déjà très fragilisé. Le rapport le dit bien, par des années, avant 2019, des années de baisse tarifaire en continu. La crise a révélé, bien entendu, aussi notre dépendance industrielle. On l'a vu effectivement avec les pénuries de pays et médicaments. Et puis, elle a révélé, bien entendu, ça on l'a déjà dit, les limites, les lacunes, le terme est peut-être encore un peu euphémistique, de la prise en considération de la démocratie sanitaire dans une situation d'urgence. Mais surtout, elle a été, ça Emmanuel le disait, le révélateur effectivement des failles de la gouvernance de notre système de santé, une centralisation excessive, des pesanteurs, une relative parfois cacophonie aussi bien dans les décisions que dans les messages, des données de santé très lacunaires. Les ARS ont été remarquable d'être parvenu à piloter une crise en l'absence chronique dans notre pays de données de santé, de données d'activité fiables, homogènes, partagées. Et puis évidemment,
et on le vit aujourd'hui beaucoup, aussi bien dans le public que dans le privé, et dans le sanitaire que dans le médico-social. Il ne faut pas oublier évidemment des pénuries de professionnels de santé, notamment paramédicaux. Alors, comme il faut voir aussi des points positifs, et ça aussi le rapport s'est attaché à ça, c'est vrai que vraiment il faut sanctuariser les acquis de la crise. On a parlé du développement du numérique, qui a quand même été quelque chose, un précipitateur inouï là-dessus, même si évidemment les enjeux d'égalité sur ce sujet sont fondamentaux. On a parlé aussi de certaines rigidités administratives qui ont volé en éclats sous le coup de l'urgence. Je pense notamment à la délivrance des autorisations d'activité de soins en réanimation, etc., où on a mis 3 jours là où il faut des années. Donc ça, il faut quand même le dire. Et puis, des coopérations, médecine de ville, secteur hospitalier, des coopérations entre le médico-social et le sanitaire, des coopérations publiques-privées, de multiples niveaux de coopération qu'il faut vraiment effectivement sanctuariser, qui ne doivent pas être conjoncturels, mais vraiment structurels dans le système de santé. Il y a un point important, évidemment, pour le Congrès, c'est que les membres du groupe ont tous dit la nécessité d'irriguer davantage dans ces moments-là de la culture de santé publique. On voit bien, alors évidemment c'est toujours facile de se complaire dans les charmes de la lucidité a posteriori sur une crise. Pendant des mois, ce qui était vrai une semaine ne l'était pas la semaine précédente, mais néanmoins, ce qui apparaît en fait dans ce qu'ont dit tous les membres, c'est qu'il y a des vraies marges de progrès. On doit pouvoir progresser ensemble sur l'analyse fine de l'acceptabilité sociale de tel ou tel comportement, vertueux. On doit être en capacité, effectivement, Sidi Mohamed parlait à très juste titre de l'information, on a des progrès, on a des marges de progrès véritablement importantes à faire pour éviter les clivages, pour éviter les polémiques, pour éviter les multi-messages contradictoires. Il faut davantage miser, bien entendu, sur la confiance et le dialogue avec la société civile, plutôt que sur les injonctions souvent trop contradictoires et la coercition. Donc cette culture de la coopération, cette culture de la santé publique, tout ça finalement a conduit le groupe à faire des recommandations. Ça a été un vrai désarroi, on l'a tous vécu dans le public comme dans le privé. Ça a été un désarroi énorme début 2020 pour évidemment les soignants que cette absence de pays, et pour les Français ça leur a donné l'impression qu'ils sont si fiers de leur système de santé que vraiment l'image, voilà, ils avaient perdu des éléments de fierté là-dessus, ils ne comprenaient pas, et clairement, ça, il ne faut pas réitérer ce scénario terrible des pénuries. Il faut travailler, le rapport aussi le dit, les voies de reconquête d'une forme de souveraineté sanitaire, aussi bien au niveau français qu'au niveau européen. Finalement, mardi, le président de la République n'a pas dit autre chose dans sa présentation France 2030, quand il a parlé de la réindustrialisation qui est étroitement corrélée évidemment aux enjeux d'innovation et de recherche dans notre pays. Mais ça, c'est le premier point, effectivement, particulièrement mis en exergue par le groupe. Le deuxième point, c'est bien sûr la prévention, la promotion les actions d'éducation, de prévention, de promotion de la santé, dans une approche aussi qui intègre la santé environnementale. La crise a été finalement une illustration criante du concept One Health, qui montre effectivement l'interdépendance étroite du monde humain, du monde animal et de la nature. Et cette notion-là d'une acception beaucoup plus large, beaucoup moins cloisonnée, on voit bien combien les vétérinaires, par exemple, ont été latéralisés aussi, alors que quand même, sur des enjeux de zoonose, ils avaient peut-être deux, trois bricolettes à dire. Troisième sujet, effectivement, arrêter de voir la santé, mais ça évolue, et la crise, là aussi, l'a précipité comme un coup, mais voir la santé et ses acteurs comme une formidable richesse, un vrai choix de société, et donc donner aux acteurs de santé, évidemment, les moyens de l'accomplissement de leur mission, les moyens aussi, non seulement d'innover, mais d'avoir des politiques sociales attractives, tant effectivement les enjeux aujourd'hui d'attractivité des métiers du soin sont fondamentaux si on veut bâtir la société du
soins de demain au service évidemment des patients et des usagers, parce que tout ça est fait, pour eux et surtout par eux et avec eux. Et puis la dernière chose, et donc pour le coup sur l'association étroite et la pleine participation des usagères et des usagers, la notion de finalement des dynamiques territoriales de santé, la capacité de bâtir sur les territoires, on parle beaucoup de territorialisation de la santé aujourd'hui, de véritable démocratie territoriale de santé qui associe la ville, le sanitaire, le médico-social, mais aussi les usagers, mais aussi les élus, dans des logiques effectivement beaucoup moins sans doute descendantes qu'elles ne le sont aujourd'hui. On a tous à gagner effectivement à ces démocraties territoriales de santé qui doivent être vivantes, et qui pourraient être fort utiles aussi en cas de nouveaux périls sanitaires quelle que soit sa nature. Donc, juste en conclusion, dire qu'effectivement, c'est essentiel, et ce rapport, je pense, y a contribué aussi, on a presque le devoir de tirer tous les enseignements utiles de la crise. On le doit collectivement à tous ceux qui en ont souffert, hein, plus que souffert, et on ne peut pas laisser évidemment les choses sans qu'on en tire tous les enseignements, par devoir aussi pour tous les acteurs qui ont été mis à lourd tribut pendant des mois et des mois. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Béatrice. Merci à tout le panel qui s'est exprimé. Je crois qu'il est temps maintenant de donner la parole à la salle. Donc vous avez un micro sur ce côté-ci qui est à ma gauche, à votre droite. Si vous voulez poser des questions. Je ne sais pas s'il y a la possibilité, avec le live sur Facebook, d'avoir des commentaires ou des questions à partager. Je ne crois pas. Ouais, il faut voir si éventuellement il y a des commentaires en ligne aussi. Mais vous pouvez prendre la parole. Je ne sais pas si François, tu voulais prendre la parole. Donc François Baudier. François Baudier, donc je suis président de la Fédération nationale d'éducation et de promotion de la santé. Donc merci pour ces présentations et ce travail. Je voulais revenir sur la question de la proximité, des territoires de proximité et qu'on appelle parfois des territoires de projet. Vous avez souligné l'importance de la coordination. Vous avez aussi souligné le fait qu'effectivement, sur ces territoires de proximité, il y a eu des initiatives absolument extraordinaires qui ont été menées pendant cette crise de la Covid. Je crois qu'il faudra beaucoup capitaliser sur tout ce qui a été fait. Nous travaillons avec la Société française santé publique sur cette notion de capitalisation. Il y a pas mal d'interventions sur ce thème au cours de ce congrès. Je trouve que c'est très important. Mais dans vos recommandations, je me demandais, et je voulais avoir votre avis, sur le fait que sur ces territoires de proximité, il y a des dispositifs organisationnels qui ont été prévus par la loi de 2016. Je pense qu'il y en a 9 sur ces territoires de proximité. Alors, il y a les contrats locaux de santé, il y a les CPTS, on les a vus apparaître sur les diapositives, et tous ont des projets de santé sur les mêmes territoires. C'est-à-dire que si vous prenez les maisons de santé pluriprofessionnelles, ils ont un projet de santé sur le territoire qu'ils couvrent. Si vous prenez les CPTS aujourd'hui, qui sont émergents, ils doivent avoir un projet de santé. Mais est-ce que c'est le même projet de santé que les maisons de santé pluriprofessionnelles, alors que c'est sur le même territoire? On ne sait pas trop. Et puis vous savez qu'en particulier les IREPS, les instances régionales d'éducation et de promotion de la santé, sont beaucoup investis sur les contrats locaux de santé. Les contrats locaux de santé ont bien évidemment aussi un projet de santé sur les mêmes territoires de proximité. Et moi, je pense qu'il faudrait simplifier toutes ces choses-là. C'est-à-dire qu'il y a un contraste extraordinaire entre les dynamiques de territoire, les dynamiques de projets sur ces territoires, l'investissement des professionnels et des citoyens, et un dispositif organisationnel qui est excessivement compliqué. Comment voulez-vous
que les professionnels de santé, les professionnels du médico-social, les usagers, les citoyens s'y retrouvent. Et donc voilà, donc je voulais savoir si dans vos propositions, dans vos réflexions, vous avez souhaité que les dispositifs, on va dire, institutionnels, prévus par la loi en particulier de 2016, soient simplifiés. Sinon, on ne va jamais y arriver. Il va y avoir des coordinations partout. Alors, vous avez souhaité qu'il y ait une meilleure coordination, mais il va falloir des coordinateurs ou des coordonnateurs de coordination. Enfin, je veux dire, on ne va jamais y arriver. Donc, moi, je pense que si on veut porter les dynamiques de territoire, les dynamiques de projet, il faut absolument simplifier ces choses-là. Et je pense que la démocratie en santé y aura tout à gagner. Merci. Emmanuel, Laurent. Merci François de cette interpellation parce que c'est un sujet fondamental. Premier élément, la loi de 2016, nous la percevons comme une tentative de régulation ou d'organisation du système de santé à un niveau effectivement ambulatoire et local. En tout cas, il y a un certain nombre de dispositifs en ce sens et ça, nous le saluons d'une certaine façon. La contrepartie, c'est que l'organisation de ces différents dispositifs est peu lisible et peu compréhensible, comme tu le rappelais à l'instant. Et donc, il y a un vrai enjeu à tricoter, si je peux m'exprimer comme cela, ces différents dispositifs entre eux et à les articuler, ou en tout cas à les associer. Donc ça, c'est effectivement un enjeu important. La Conférence nationale de santé, lors de la précédente mandature, avait fait des recommandations pour un service public de santé à un niveau territorialisé. Et ça, c'est un sujet qu'il nous semble, au travers de la crise sanitaire, que nous pouvons de nouveau reprendre, parce qu'on a bien vu qu'il y a quelque part un bien commun et donc un certain nombre de services à la population en termes de santé, de proximité, qu'il nous faut repenser en termes d'organisation et de régulation. Peut-être pour compléter, je pense que nous parlons beaucoup de démocratie. Et je veux dire d'emblée, démocratie en santé, pour nous, il y a plusieurs dynamiques de démocratie en santé. Nous sommes ici en tant qu'instance de démocratie en santé, en tant que conférence nationale de santé, en tant que conférence régionale de santé et de l'autonomie, en tant que conseils territoriaux de santé, qui sont une partie pour nous de la colonne vertébrale de ces instances de démocratie en santé. Les conseils territoriaux de santé, souvent au niveau d'un département, sont les plus récents, entre guillemets, en termes d'organisation. Ils ont certainement besoin encore de se structurer, il faut qu'on pense comment les associer. Et ça a été pour nous un enjeu dans les CRSA de dire que les présidents des conseils territoriaux de santé soient systématiquement associés dans les conférences régionales de santé. Donc cette question de la territorialisation, y compris en termes d'instances de démocratie en santé, est un sujet. Et donc il y a plusieurs dynamiques. Ça, c'est une forme de démocratie représentative. Hein. C'est les conférences nationales, régionales, les conseils territoriaux, ce sont finalement des assemblées de la société civile. C'est une dynamique. Mais il y a d'autres dynamiques. Il y a bien sûr la dynamique quand nos députés ou nos sénateurs, je parlais du Sénat tout à l'heure, se saisissent des questions de santé. Et c'est bien sûr une dynamique très importante qu'ils puissent contribuer à cette dynamique nationale des problématiques de santé. Et ils ont tout leur rôle, Assemblée nationale, Sénat. Il y a des dynamiques de démocratie qui sont portées par les collectivités territoriales, bien sûr. Et c'est bien sûr très important de ne pas les oublier. Et puis, on a des dynamiques qui seraient des dynamiques de démocratie directe. C'est-à-dire que lorsque l'on a parfois l'initiative des collectivités territoriales, je pense au conseil de santé citoyen mis en place pendant la crise sanitaire par la ville de Grenoble, je trouve qu'on a besoin de capitaliser sur ces expériences de démocratie directe, quelque part, dans le champ de la santé. Mais on a aussi, autre exemple, la mise en place de la Convention citoyenne sur la vaccination. Vous savez, c'est 30 personnes, 31 plus exactement, qui ont été volontaires pour participer, qui ont été accompagnés par le CESE,
pour la mise en œuvre et pour l'apprentissage, finalement, parce que c'est un peu comme la Convention climat, citoyenne climat, où je pense que c'est des dispositifs très intéressants. Après, il ne faut pas qu'elles soient mises en concurrence les unes vis-à-vis des autres. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a des tentatives de mise en concurrence de ces dynamiques démocratiques. Et ça, c'est aussi un enjeu. Donc, il faut qu'elles soient... Nous plaidons pour la pluralité des dynamiques démocratiques, mais pas une instrumentalisation des dynamiques démocratiques. Et puis, pour terminer, sur ces dynamiques démocratiques, il me semble qu'il faut donc les associer, et il faut surtout qu'elles ne soient pas considérées comme facultatives. Il faut les saisir, les mobiliser de façon systématique. Alors, en complément de la réponse d'Emmanuel, je trouve que c'est une excellente question qui a été posée, mais il y a déjà un problème qui, pour moi, n'est pas clair, c'est la notion de territorialité. C'est-à-dire que je pense que si on demandait à chacun quelle est la bonne granulométrie de la territorialité en France, on aurait des réponses très différentes. Et ça va être quelque chose qu'il faudra résoudre. On est un peu dans la situation d'avant la Révolution française, où finalement, rien ne concorde, rien ne colle complètement, etc. Et pour accompagner des contrats locaux de santé ou des projets... dans le cadre de centres de santé, de maisons de santé pluriprofessionnelles, etc. Il y a des choses qui sont fabuleuses. Par exemple, la santé scolaire, la santé universitaire, on ne la voit pas apparaître. Puis on vous dit, ah oui, mais c'est un autre ministère. Bon, je ne vois pas pourquoi, parce que c'est un autre ministère. L'éducation nationale ou l'enseignement supérieur, ça ne serait pas de la santé. Les conseils départementaux ont des actions, pas que les PMI. Et là aussi, c'est présent ou pas présent. On ne sait pas pourquoi, voilà. Et puis, moi, je voudrais ainsi... Enfin, voilà. Donc, cette question de territorialité, cette question de faire de la démocratie, oui, on va nous le dire. Moi, j'ai tendance à me méfier de la magie du verbe. Ce qui compte, ce sont les actes, parce que le verbe, à lui tout seul, ne suffit pas, même si au premier temps, il a peut-être organisé quelque chose. Et puis, moi, j'ai insisté sur les temps de coopération. Ce n'est pas uniquement de coordonner. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, j'ai des gens qui viennent me voir en disant « je vais vous coordonner ». Je dis « c'est gentil, merci, mais je ne pense pas avoir trop de dyspraxie, donc je devrais arriver à m'en sortir ». Je caricature un peu, mais la coopération est différente de la coordination. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens sont capables, ont du temps pour se réunir sur un territoire à définir, mais pour se réunir, pour anticiper qu'est-ce qui se passe à la prochaine crise, de faire un peu ce qu'on appelle, alors on utilise le terme anglais souvent de stress test, mais en fait de se préparer avant à une crise. Vous savez, c'est comme les évacuations incendies dans les collèges et dans les lycées depuis le CES Pailleron, hein. C'est quelque chose qui est rendu obligatoire. C'est-à-dire d'être capable d'anticiper où sont nos stocks, où sont nos moyens, comment on réagit par rapport à tel ou tel événement. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais moi la coopération est plus importante que la coordination, très sincèrement. Le micro reste ouvert. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, madame. Monsieur Pascal Chénin. Oui, Mohamed, il y a quelqu'un dans la salle qui va poser une question. D'accord. Bonjour, Annabelle Desgrès-Dulou, je suis directrice de recherche à l'IRD. Une question sans doute naïve, mais quel est votre diagnostic de justement l'absence de prise en compte des instances de démocratie sanitaire qui a caractérisé toute cette crise? Vous avez bien émis des avis en disant voilà ce qu'il faut faire, mais comment vous expliquez que ça n'ait pas été fait à ce point-là dès le début et sur un an, puisque vous vous rappelez qu'en juillet 2021, ça continue à ne pas être fait? Je ne vois pas beaucoup de mains se lever pour essayer de répondre à votre question, alors je vais me permettre d'essayer. C'est une excellente question. Alors peut-être en termes... alors bon, l'effet sidération dans un premier temps joue, certainement. La métaphore guerrière ne se prête pas trop à la saisie de la démocratie en santé. Nous aurions pu avoir une métaphore sportive, hein, sur la cohésion, faire un pack face à l'adversité. Nous avons, voilà, et le choix m'échappe. Et quand je dis m'échappe, c'est parce que je ne sais pas quel choix j'aurais eu si jamais j'avais été dans une posture différente. Je n'en ai pas la moindre idée. Mais je pense que cette métaphore guerrière traduit aussi, plus généralement, peut-être, l'état de la démocratie en France. C'est-à-dire qu'on a eu besoin d'un choc, métaphore guerrière, peut-être pour pouvoir fédérer les forces, les ressources
et la cohésion nationale. C'est ça, voilà, c'est une interprétation de ma part, hein, j'en ai bien conscience. Et donc, saisir les instants de démocratie en santé, hein, quand j'ai interrogé des directeurs généraux d'ARS ou des directeurs généraux d'établissements de santé pour les commissions droits des usagers, par exemple, eh bien, la première réponse que j'ai eue, c'est « on n'y a pas pensé ». Alors, voilà. Et bien sûr, une fois qu'ils font ce constat-là, ils tentent d'y remédier, ils y pensent. Hein, voilà. Donc, nous avons été saisis au niveau de la Conférence nationale de santé pour la première fois au courant décembre 2020, si je prends la Conférence nationale de santé. Et même chose, je dirais, pour les conférences régionales de santé, ça a été variable selon la région. Alors, certains... je voudrais attirer peut-être deux autres éléments d'explication. Quand on évoque un certain nombre d'acteurs des services de l'État ou des autorités, quelles qu'elles soient, hein, la question de la démocratie en santé, souvent on dit démocratie en santé égale association de patients. Je pense, et j'ai présidé la commission spécialisée droits des usagers pendant 7 ans de la Conférence nationale de santé, je pense que le système de santé français a évolué grâce aux associations de patients de façon très importante au cours de ces dernières décennies. J'en suis convaincu. Et je suis convaincu de tout l'enrichissement que j'ai eu à côtoyer des associations de patients et d'usagers. Et que le point de vue des associations de patients et d'usagers est fondamental et qu'il faut encore conforter cette place dans notre système de santé. J'en suis convaincu. Mais la démocratie, ce n'est pas l'avis d'une partie prenante. La démocratie, c'est la mise en perspective des différentes parties prenantes. D'où l'intérêt d'avoir des instances qui soient multilatérales ou de processus différents qui permettent la délibération, le débat, la confrontation d'idées ou d'avis et des décisions ou des avis qui sont pris ensuite. Donc ça, c'est un... Je suis étonné que quand je parle de démocratie en santé, les autorités me répondent uniquement association d'usagers. Alors peut-être que ce n'est pas un hasard, hein, et je trouve ça bien qu'ils y pensent, hein, très sincèrement. Mais ce n'est pas la démocratie. Voilà, donc ça c'est un autre point. Alors, certains auteurs, je pense à des sociologues qui ont publié des ouvrages, disent qu'il y a un manque de culture de santé publique, et dans la santé publique, pour moi, dans la prise de décision et dans le processus de la santé publique, il y a nécessairement la démocratie en santé. Donc ça aussi, c'est peut-être un prisme qui ne peut ne pas être partagé. Et donc ces auteurs, notamment sociologues, disent il faut former les personnes qui travaillent au sein de ces autorités ou qui prennent ces décisions. Oui, peut-être qu'il y a un élément de culture de santé publique, de culture de démocratie en santé, mais je pense que c'est un peu court. Parce que pourquoi est-ce qu'il n'y a pas ces formations déjà? Pourquoi est-ce que cette sensibilisation n'a pas déjà été faite? C'est parce que finalement, le système ne le pense pas indispensable. Et donc, ça m'interroge. Merci Emmanuel. Alors justement, comme la parole des usagers est importante, je voudrais donner la parole à Mohamed Gadi, qui l'a demandé. Et puis après, dans l'ordre, il y avait Brigitte Chani, mais Emmanuel Baudouanet avec nous et Béatrice Noëlec. Voilà. Alors, je mets le micro. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Merci. Je vais rejoindre ce que vient de dire Emmanuel Ruche et je vais en même temps répondre à la première question sur la deuxième aussi parce que je pense qu'elles sont assez complémentaires pour moi. La notion de capitalisation, je crois que la première réflexion qu'on peut avoir maintenant, on ne sait pas sûr que la crise malheureusement soit finie, mais on est encore peut-être sur la fin, on n'en sait rien pour l'instant. Mais ce qui est important, c'est de parler de capitalisation, c'est-à-dire qu'il faut retrouver en fait ce qui s'est passé sur des territoires pour essayer de le transporter et de le faire donner un corps autre. C'est-à-dire que la dimension locale est très importante. Le fait qu'il y ait peut-être des stratifications parmi feuilles est peut-être complexe pour la démocratie, mais ce sont les différents moyens qu'on a pour s'imprégner et pour rentrer dans la démocratie. En clair, aujourd'hui, la démocratie, ce n'est rien d'autre que de la participation.
c'est aussi de l'application, c'est-à-dire, en clair, à quel niveau je me situe. Que ce soit des médians différents, c'est pas gênant pour moi. Ce qui est le plus important, c'est quelle est la place qu'on donne à tous. Quand je dis à tous, c'est-à-dire il n'y a pas que l'association qui est importante, il n'y a pas que l'institution qui est importante, il n'y a pas que les fédérations, etc. C'est dans la démocratie, chacun a une place. Et le vrai problème qu'on a aujourd'hui, et c'est ce qu'a posé cette crise, c'est quelle est la place qu'on donne aux différents acteurs. Parce qu'en fin de compte, on aime bien, dans notre système, penser CEO, c'est-à-dire il nous faut un représentant pour ça, un représentant pour telle place, etc. Mais on oublie que la démocratie est d'abord locale. C'est-à-dire que si on ne pense pas ce que les gens font sur le terrain, on ne peut pas apporter de la dimension et de la teneur pour le national. Donc il y a forcément des va-et-vient dans tous les sens. Ce n'est pas aussi horizontal, c'est vertical aussi. Pourquoi il y a une absence de démocratie? Soyons honnêtes, comme disait Simon Emmanuel Ruch, c'est qu'on a eu une situation de sidération, on a eu une métaphore de guerre, mais aussi on a eu un repli sur soi. C'est-à-dire que dans cette situation, les gens se sont tous renfermés. Mais quand je dis renfermés, ce n'est pas uniquement sur eux, c'est vraiment chez eux, à tel point que ça veut dire qu'on ne pouvait plus communiquer, on ne pouvait plus échanger. Il a fallu attendre un moment de dire, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est quand on a été interpellé par les médias qui nous ont donné une telle concentration d'informations et qui ont été en plus contradictoires qu'on s'est aperçu qu'en fin de compte, on était exclus tous du débat. Il n'y a pas que les associations qui ont été exclues. Toutes les institutions ont été exclues. On a tous suivi une directive ou pensé suivre des directives qui étaient complètement contradictoires jusqu'au moment où on se dit, mais attendez, c'est pas normal. On n'est pas dans une situation normale. Il faut repenser la démocratie en redonnant à ceux qui sont sur le terrain. Et ça a été un peu la deuxième phase. C'est-à-dire qu'après sidération, il y a eu la réaction. Et cette réaction aussi a amené ce qu'on appelle à des initiatives. Tout à l'heure, je vous parlais de l'URGIOPS avec les FH. Il y a aussi des associations qui ont pensé faire ce qu'on appelle de l'ETP en IETP, c'est-à-dire par l'intermédiaire de l'Internet et de la vision, on a fait de l'ETP. On a essayé d'être innovant. Et c'est ça qui est intéressant dans cette situation, c'est de voir que face à une crise, l'innovation existe. Elle n'est pas forcément institutionnalisée et descendante par l'État. Elle est une réaction de citoyens ou des citoyens qui se sont regroupés, qui se sont dit, il y a quelque chose d'anormal, il faut faire quelque chose. Quand je vois que, par exemple, à mon niveau local, les gens ont été tapés aux portes des voisins pour savoir s'ils n'avaient pas besoin de nourriture, s'ils n'avaient pas besoin de choses. C'est ça, en fin de compte, la démocratie, c'est de faire le lien avec, et elle a besoin de diversité, et elle n'a pas besoin de ce qu'on appelle d'un langage commun qui est descendant ou qui est montant, c'est-à-dire qu'il faut de la diversité des opérateurs, des acteurs, et que l'acteur de base, si je peux me permettre de le dire encore, c'est le citoyen. Parce que derrière notre casquette, soit de fédération, soit de médecin, soit de professionnel de santé ou d'usager, on est citoyen avant tout. Il faut ne pas oublier qu'après, notre casquette vient nous influer ou va nous conditionner un peu. Mais soyons honnêtes, on doit être quand même libre et autonome. Merci. Merci Mohamed. Donc Brigitte Chanim avait souhaité aussi prendre la parole. Oui, moi je pense qu'effectivement, la démocratie en santé a eu très peu de place au début de crise, très très peu de place. Ce qui fait que je pense que c'était dû aussi au fait que c'était très hospitalo-centré, c'était des communications qui étaient très ciblées, ce qui fait qu'au niveau des CRSA, enfin la majorité des CRSA ont dû réagir, ce qui a fait remonter au niveau des CRS, de la CNS. Donc du coup, à partir de là, on s'est dit effectivement, il y avait un problème de communication. Il y a eu la peur et aussi de la sidération, c'est sûr. Mais s'il n'y aurait pas eu, cet oubli de démocratie en santé, par cet oubli, il y a eu des actions de terrain, c'est-à-dire on a eu des innovations, des groupements de collaboration. Il y a eu des actions qui ont été faites par des gens de façon autonome. On ne pensait même pas que c'est un territoire. Il va y avoir une collaboration de rééducateurs, de familles, justement pour aller aider ceux qui avaient besoin, qui étaient dans la peur, dans la crainte. Et c'est par rapport à toutes ces expériences-là que, effectivement, avec la CNS, il y a eu quand même des retours au niveau des avis qui ont fait réagir. Et je pense que tout est là. C'est effectivement, il ne faut pas oublier qu'au début, on était quand même, il y a eu un vide.
il y a une sidération, il y a aussi un oubli de la démocratie. Voilà. Merci Brigitte. Emmanuel Baudouanet. Alors, contrairement à vous, chers collègues, moi j'ai des propos, je vais avoir une pensée un peu différente. Je pense que le gouvernement actuel a peur des usagers du système de santé et de la démocratie. Et je pense qu'un des éléments, c'est de prouver. La Conférence nationale de santé a demandé au président de la République, avec le professeur Delfrécy, donc au niveau du Conseil scientifique, le Conseil économique, social et environnemental et le Conseil national consultatif des droits humains, de pouvoir se réunir et du coup de créer une instance société civile. Et nous n'avons tout simplement pas eu de réponse à cette demande-là. Et pourtant, nous sommes déjà des instances qui sont existantes et qui auraient très bien pu porter un intérêt sur ce point-là. Au conseil scientifique, il a fallu attendre plusieurs mois avant d'avoir la collègue d'ATD Quart Monde qui soit nommée en tant que représentante des usagers du système de santé. Et très sincèrement, avant le décret de 2019 pour rappeler la composition de la conférence nationale de santé, plusieurs des associations qui composent actuellement le collège numéro 2 se posaient la question si la conférence nationale de santé allait exister en 2020. Donc je pense qu'on est arrivé à une période où du coup il y a eu une partie du gouvernement qui voulait faire sans les usagers du système de santé, parce qu'en effet les instances de démocratie en santé sont souvent rappelées comme étant les usagers du système de santé. Et on a raison de penser cela, parce que la loi Kouchner, c'était ça justement. Et c'est un point sur lequel je serai particulièrement vigilant en tant que membre du collège numéro 2, sur la saisine du ministre, et que je n'hésiterai pas à lui dire en amphithéâtre La Roque, puisque nous sommes officiellement invités. Mais il ne faut pas avoir peur des usagers du système de santé, parce que déjà on dialogue avec l'ensemble des autres collèges. La preuve, on arrive à très bien travailler avec Emmanuel, Laurent et Béatrice, parce qu'on travaille aussi avec le côté privé. Et s'il y avait peut-être un message, c'est de dire qu'il ne faut pas avoir peur de nous, et au contraire se retrouver en congrès, par exemple, et être ensemble, c'est travailler. On n'est pas là pour s'opposer. Je pense qu'on a trop souvent une vision d'opposition entre nos compositions et nos collèges, alors que nous, on souhaite juste travailler et collaborer. Et il me semble que dans les expériences de capitalisation, c'est ce qui va commencer à ressortir. Je sais que ma trésorière nationale, Catherine Aumont, qui représente le côté associatif, est très impliquée sur ce dossier-là. Et je suis certain qu'on va avoir un super travail dans la capitalisation. Merci Emmanuel. Béatrice, tu as le micro. Oui, je voulais rajouter à ce qu'a dit Emmanuel tout à l'heure, quelque chose qui m'a frappée, c'est que cette invisibilité, effectivement, de la société civile, elle était aussi sur les plateaux télé, elle était aussi dans la sphère médiatique. Souvenez-vous à l'époque de la composition des plateaux télé, qui était saturée d'expertise, alors de l'expertise importante et fiable, et même nécessaire et même essentiel, et puis aussi toute une cohorte d'experts autoproclamés qui se contredisaient allègrement et qui ont été extrêmement néfastes. Mais la voix, entre guillemets, hormis, on ne peut pas se satisfaire de quelques micro-trottoirs, la voix, effectivement, des sphères de la démocratie sanitaire n'était pas du tout présente dans l'espace médiatique, et je pense que ça a créé collectivement des phénomènes, effectivement, de s'interroger sur sa légitimité à intervenir dans ce débat. Quand on est déjà fragilisé par une crise, finalement, on peut développer des phénomènes aussi d'autocensure. Ça, c'est un petit clin d'œil. Les femmes dans l'espace public connaissent très bien ces mécanismes d'autocensure. Et vraiment, je pense que c'est quelque chose d'important. Et pour le coup, des sujets comme les inégalités sociales de santé, on n'en a pas parlé dans l'espace médiatique. À Cham, Aurélien Rousseau, il a dit « Les gens en Seine-Saint-Denis, plus jeune département de France, hyper touchés par le Covid, alors qu'à l'époque, on disait ça touchait plutôt les gens âgés, etc. Les gens en Seine-Saint-Denis sont morts avant d'arriver à l'hôpital, parce qu'ils n'avaient pas les informations, parce qu'ils n'avaient pas les accès aux soins. Et ça, cette réalité-là, à l'époque, on avait le préfet qui avait tiré de Seine-Saint-Denis qui avait tiré le signal d'alarme sur les files d'attente dans les banques alimentaires, etc. Mais cette réalité-là, elle n'était pas du tout investie dans l'espace médiatique. Il faut bien s'en souvenir pendant des mois et des mois. Donc, il faut forcément, là, il y a certainement aussi, dans le travail collectif sur la représentation de la démocratie sanitaire, il y a sûrement une légitimité à asseoir aussi dans cet espace médiatique qui n'a pas du tout intégré cette réalité-là pendant des mois et des mois. Merci beaucoup Brigitte. Effectivement, c'est assez frappant de voir dans les médias l'absence de représentants d'usagers, et surtout la parole donnée à des experts. Et me vient de rappeler quand même que, puisque Béatrice rappelait HANA,
que la CNS avait adopté 9 décembre 2010, si mes souvenirs sont bons, un avis sur le débat public en période de crise sanitaire et qui reste d'actualité, qui a été cité dans les premiers avis de la CNS. Et voilà, c'est la permanence et ces débats publics. Bon, c'est aussi une des 3 missions de la CNS à côté du rapport sur les droits des usagers et effectivement de tout ce travail essentiel de concertation. Est-ce qu'il y a encore des questions? Oui, madame, je vous laisse le temps d'arriver au micro. Et puis avec Christian aussi qui voulait prendre la parole. Alors, Rapidement. Juste pour dire, bon, on est entre nous, c'est que si la démocratie en santé n'a pas été utilisée, c'est parce qu'en fait, comme tu l'as dit, Emmanuel, ça fait peur. Et puis c'est embêtant, parce qu'effectivement, pourquoi s'embêter de travailler avec des instances qui peuvent nous faire réfléchir, qui peuvent nous dire que finalement ce que l'on fait n'est pas bien. Donc voilà, je crois qu'il faut être très clair. Bon, les instances démocratie en santé sont inscrites dans la loi et dans la réglementation, mais c'est un petit peu sous la pression justement des différents acteurs et nos gouvernants ne sont pas franchement, comment dirais-je, friands de ce type d'instance, parce qu'effectivement c'est une instance qui a quelque part, même si elle n'est que consultative, et un petit contre-pouvoir. Et ceci étant, c'est vrai que le moindre argument pour se passer de l'instance, on va l'utiliser. Alors c'est vrai qu'il y a eu la sidération, mais bon, la sidération, elle dure que ce qu'elle doit durer, et donc après, ça aurait dû reprendre. Moi, je vois pour la CRSA Auvergne-Rhône-Alpes, il a fallu quand même 2 mois. Bon, je me suis battu pendant 2 mois avec le directeur de l'agence pour qu'on puisse enfin refonctionner. Alors bien entendu, c'était en version, alors dégradée, j'aime pas trop le terme, mais en tout cas en version simplifiée, mais on a remis en place les commissions, alors sous forme de visioconférence. Et nous avons eu le directeur adjoint qui est venu à chaque commission permanente, ce qu'il ne faisait pas auparavant. Donc il y a aussi des avancées. Le directeur adjoint qui est venu à chaque réunion de la commission permanente nous faire un état de la situation sanitaire et des mesures prises à la main de l'agence. Et puis par exemple, nous avions une réunion de bureau de tous les présidents et vice-présidents de la CRSA pour hebdomadaire. Donc on pouvait effectivement entre nous se dire, faire remonter les informations au niveau de l'agence. Et puis nous avons mis en place un entretien hebdomadaire avec le directeur. Donc le président de la CRSA et le directeur de l'ARS avaient un entretien hebdomadaire d'1 heure, au moins minimum d'1 heure, pour justement faire le point. Donc quelquefois aussi, les crises permettent de faire avancer des choses, et notamment on parlait de l'article 32, où par exemple, nous, ce que nous avions mis en place, ce que j'avais mis en place en Auvergne-Rhône-Alpes, à chaque commission permanente, j'avais invité systématiquement tous les présidents des CTS. Et c'est une mesure, c'est une possibilité que l'on a vendue auprès du ministère et qui a été reprise dans le cas du Ségur, parce qu'effectivement, ça permet de pouvoir avancer. Mais je crois qu'il faut être très clair. S'il y a eu, comment dirais-je, si la démocratie en santé a été mise entre parenthèses, c'est tout simplement parce que c'est pas forcément une instance qui facilite le travail, en tout cas le travail tel que le souhaiteraient les responsables. Ceux qui, bien entendu, ils ont tort. Merci beaucoup, Christian. Madame, vous voulez poser une dernière question? Non, je voulais juste témoigner. Bonjour, Cécile Lumière, je suis responsable démocratie en santé à l'ARS Bourgogne-Franche-Comté. Bonjour Emmanuel. Je voulais juste témoigner d'initiatives qu'on a eues en région. Nous, on a eu effectivement des réunions hebdomadaires, alors pas tout de suite, mais à partir de septembre 2020, depuis pendant plus d'1 an, on a eu des réunions hebdomadaires avec notre commission permanente. Donc notre directeur de l'innovation de la stratégie, toutes les semaines, faisait un point sur l'ensemble des points et des sujets par rapport à la crise Covid. Et moi, toutes les semaines, les vendredis, pour être précise, j'avais un point avec France Assos Santé et on a fait le suivi de tout ce qui pouvait toucher à la perte de chance. Et on avait une cellule par rapport à l'accès aux soins et au risque de perte de chance. Et donc, on faisait un relais d'information avec France Assos Santé. Donc, on avait cette boucle-là. Et la troisième initiative qu'on a mis en place, c'était de lier la CRSA avec les cellules de soutien éthique, où, quand il y avait une saisie de la cellule de soutien éthique, on pouvait faire appel aux membres de la CRSA sur des sujets sur lesquels on pouvait faire contribuer les membres de la CRSA. Voilà, c'était juste un témoignage pour dire que oui, il y a des choses qui n'ont pas été faites, mais oui, il y a eu des choses qui ont été faites. Oui, merci. Donc on est obligé de conclure sur cette partie éthique. Elle a été aussi importante puisque on avait invité le CCNE et des représentants de cellules de soutien éthique en plénière à partager leur expérience. 2 mots de conclusion.
Merci. Conclusion, en 2 mots, faites confiance à la démocratie en santé. Donc merci. Je vous remercie pour votre participation, pour votre assistance, et je remercie évidemment les intervenants, qu'ils aient été à distance ou qu'ils auraient pu se déplacer, être parmi nous aujourd'hui. Voilà. Écoutez, bonne continuation. Et si vous le souhaitez, vous avez encore d'autres exemplaires du rapport qui vous sont à votre disposition. N'hésitez pas aussi à continuer à suivre les travaux de la CNS sur les réseaux sociaux, sur le site du ministère de la Santé où il y a un espace en ligne. Merci. J'ai trouvé que vous étiez, c'était vraiment très intéressant. Franchement, je vais dire je me suis juste emmêlé les pinceaux au bout de ma main, je me suis excusé parce qu'effectivement on est pris dans les limites de la salle et on dit c'est un exercice qui n'est pas simple. Sur le Twitter live. C'est vrai? Ouais. Beaucoup des gens qui ont discuté, des infos réelles. Parce qu'en fait, j'ai donné la parole à Emmanuel et en fait, on a donné la parole à Gabriel.